Alors que des tentatives ont été faites par sa face nord, de notre côté, la montagne est vierge. Reconnue en 1950 par Houston, explorée seulement jusqu'à 6300 mètres par Shipton en 1951. Un terrain absolument neuf, où tout représente l'inconnu, où tout est imprévisible, où la trace de l'homme n'a pas encore préparé l'entrée. Nous avons en nous les sentiments qui depuis toujours animent les hommes. Le nerveux désir de possession curieuse, le goût de l'effraction, la volonté de s'approprier les mystères. Une expédition comme la nôtre implique une grande homogénéité du groupe pour conserver la motivation des moins compétents, d'éviter justement d'asphyxier ces moins compétents avant l'assaut sommital. Mais je crois que le plus important, et c'est toujours ce qu'on dit en Himalaya, 95% de la réussite, c'est une réussite morale, quoi. Donc il faut être moralement prêt à attendre des semaines, et voire des mois, pour utiliser la fenêtre météo et à ce moment-là, agir très rapidement, quoi. La montagne, je pense que d'abord, quand on arrive au camp de base, on va l'observer tout le temps. On ne va pas dire on va aller sur le sommet, on va l'observer tranquillement en regardant le bas de la montagne. Gentiment, on va lever ses yeux vers la montagne. Et je pense avec le temps, avec l'expérience des Sherpas, Tachi, Apap et tous les autres Sherpas qui sont là, qui nous aideront. Je crois que ce sera plutôt un team qui prendra des décisions de dire c'est le moment, on se sent, on va y aller. Ce que j'ai aperçu avec les années, il faut aller vers la montagne quand tu le sens bien. Et ça, c'est important. Ça, c'est mon expérience par rapport aux accidents qu'il y a eu. Si on respecte la montagne, si on la sent bien et puis on nous dit non, il ne faut pas y aller. C'est là qu'il faut avoir la force et la sagesse de dire non. Les Tibétains vouent un culte à l'Everest. C'est pourquoi la cérémonie d'aujourd'hui est importante. Nous, les Sherpas, nous adorons l'Everest que nous appelons Chomolungma ou Myolang-sungma, la déesse de la longue vie. Lors de la puja, ici au camp de base, nous lui demandons d'éloigner les mauvais esprits et de protéger les Sherpas et les alpinistes étrangers durant l'ascension. Nous demandons aussi à Chomolungma de nous bénir et de nous envoyer les bons esprits. Ce foulard, on l'a béni donc, durant la puja et je vais le porter simplement en mémoire de mon père et de Tenzing. Après l'expédition suisse, Tenzing n'était pas très chaud pour repartir avec une expédition britannique parce qu'il voulait plutôt réussir l'Everest avec les Suisses. Et mon père lui avait dit, mais écoute, si tu as l'occasion de réussir ce sommet, vas-y, tant pis si c'est avec les Britanniques. Mais je te donne ce foulard et tu essayes de le porter pour aller au sommet et tu me le ramènes.
Et Tenzing avait eu comme grand souci, après d'avoir réussi l'ascension en 1953, de vite ramener ce foulard à mon père, en témoignage de leur grande amitié. Et mon père, je sais qu'il a toujours été très fier de ce foulard. Cette photo me ramène 50 ans en arrière, quand mon grand-père et Raymond Lambert étaient arrivés si près du sommet. C'était leur rêve de le réussir ensemble, mais ils n'y sont pas parvenus, alors je suis ici, avec Yves Lambert, pour accomplir ce rêve. Pour moi, c'est important, car mon grand-père voulait vaincre le sommet avec Lambert. Il n'était pas très chaud pour repartir avec les Anglais. C'est avec les Suisses qu'il aurait voulu aller là-haut, et surtout avec Raymond. Si nous arrivons au sommet, je vais y déposer cette photo. C'est un témoignage personnel pour nos deux familles, les Tenzing et les Lambert. Je suis monté 11 fois au sommet de l'Everest. Parfois, je n'ai pas envie d'y aller, mais c'est mon métier et je dois le faire. Mais aujourd'hui, en souvenir de cette grande amitié entre les Suisses et Tenzing Norgay, je suis très fier d'être dans cette expédition et de monter jusqu'au sommet. Je ne suis pas ici simplement pour porter mon record à 12 ascensions, mais aussi pour vivre cette relation spéciale entre les Suisses et les Sherpas, comme l'a vécu Tenzing. Avec Appa, notre sirdar, voici les 6 Sherpas qui vont nous accompagner. Ce sont eux qui vont maintenant porter le matériel et les vivres, qui vont installer les camps et poser les cordes fixes. Sans eux, pas d'expédition. Personnellement, je suis toujours impressionné par la gentillesse, la disponibilité des Sherpas, alors qu'ils vivent malgré tout dans des conditions très rudimentaires. En fait, je pense même que sans les Sherpas, aucune expédition ne serait arrivée au sommet depuis les années 50. Et tout le monde doit beaucoup aux Sherpas, tous les alpinistes qui sont venus en Himalaya. Autour de nous, les Sherpas vont et viennent avec leur visage un peu énigmatique, lunaire, leurs dents éclatantes. Cette gentillesse qui nous touche, cette bonne humeur qui nous gagne. Je ne pense pas qu'il soit possible d'être plus serviable et moins servile. Depuis le camp de base, nous allons traverser la dangereuse Icefall, le haut du glacier du Khumbu, qui est un chaos de glace et de neige. Ensuite, la Combe Ouest, le pied du Lhotse, la montée au col sud et l'ascension finale sur l'arête sud de l'Everest. Nous allons d'abord faire des allers et retours entre le camp de base, le camp 1 et le camp 2 pour nous acclimater à la haute altitude. Quand la météo sera bonne, nous allons enchaîner camp 3, camp 4 et sommet en 3 jours si possible, afin de rester le minimum de temps au-dessus de 7000 mètres.
Au sommet de l'Icefall, une énorme crevasse barre la route. Cet obstacle avait été jugé infranchissable par les expéditions de reconnaissance lancées par les Anglais et les Américains. Mais le 30 avril 1952, au prix d'une dangereuse acrobatie, un gamin de 26 ans parvenait à franchir ce gouffre. Le Suisse Jean-Jacques Asper était le premier homme à pénétrer dans la combe ouest de l'Everest. Cette crevasse traverse complètement tout le glacier du flanc de l'Everest sur le Noupsé, l'autre côté. Après avoir exploré tout le glacier de long en large, j'ai dit il n'y a plus qu'une solution, c'est de faire un pont, c'est de descendre au fond et puis remonter en face. Et puis faire un pont de corde qui nous permettra de passer sur la lèvre amont. Il y avait une sorte de bouchon de neige qui sortait de la lèvre inférieure, de la lèvre supérieure, pardon. Et là, j'ai dit, je vais faire un essai, je vais faire un pendule. Alors, on m'a descendu de, 7-8 mètres dans la crevasse. Puis là, j'ai pris de l'élan, et puis, tout assuré, bien sûr. Et puis, je me suis détendu contre la lèvre inférieure pour tâcher d'atteindre ce bouchon. J'ai fait 2 tentatives, 2 échecs. Alors, j'ai dit, il n'y a plus d'autre solution, c'est de descendre plus bas et puis remonter dans la face de glace qui était pratiquement verticale. Alors, j'ai pu traverser, c'est assez difficile. Et puis ensuite, j'ai attaqué cette face de glace. Et là, heureusement, il y avait des petits cailloux qui étaient gelés dans la glace, qui permettaient de me tenir. J'ai enlevé mes gants, j'avais froid aux mains, je me suis débrouillé pour monter. Et là, c'est difficile parce que les crampons n'avaient pas de pointe avant, il fallait tordre le pied pour que ça accroche. J'ai réussi à atteindre ce bouchon que je voulais essayer d'atteindre. Et depuis ce bouchon, alors là, la sortie était relativement facile, c'était plus que la neige, et c'était moins raide. Alors là, je me suis dit, je suis le premier homme au monde qui a atteint cet endroit, donc cette entrée de la combe ouest. Le Khumbu vaincu, nous sommes certains, non pas d'aller au sommet bien sûr, mais de monter haut. Jusqu'à ce soir, nous avons tous craint, sans nous l'avouer, parce que les alpinistes sont superstitieux, de ne pas passer. Depuis des jours, nous ne pensions qu'au Khumbu, au point d'en oublier l'Everest. Et maintenant, nous commençons déjà à ne penser qu'au col sud. Tout se passe comme s'il suffisait qu'un homme force une fois la route pour qu'un charme soit rompu. Danibad, Tashidile, namaste. Tu tchétché. Qu'est-ce qu'on fera?
Tenzing. Ouais. On n'a pas de fourchette alors. On se débrouille hein, avec une broche russe. Voilà, on bouffe coréen ce soir. C'est vachement bon. Ça change. Parce que nos camarades coréens nous ont prêté de la bouffe. Alors, c'est même l'assiette coréenne. Je sais pas si ça nous fera avancer plus, mais... Les deux tentes sont dressées, deux petites tentes d'altitude où l'on est bien quand on est seul, où l'on est serré à deux. Nous y serons 3 dans l'une et 4 dans l'autre. J'ai enfoncé mon piolet jusqu'à la garde dans la neige et j'y ai solidement amarré l'extrémité de notre corde d'attache. Ainsi l'Everest nous tiendra en laisse toute la nuit. Sans sac de couchage, sans même nous décorder, les crampons aux pieds, immobiles, frigorifiés, serrés les uns contre les autres, nous écoutons les plaintes du vent, le grésillement de la neige frappant la toile, le claquement de la tente et le claquement de nos dents. Soudain la tente s'ouvre et Tenzing, l'infatigable, celui qui pense toujours aux autres, nous apporte à boire. Il a réussi à nous cuire un bouillon. Comment a-t-il fait? Ça reste son secret. Merci Tenzing. Hello, Bob. How are you? Not too bad. And you? That's okay. You come from Camp 2? Oh, from Camp 2, yeah. Ooh, lolo. Oh, yeah. Incredible. So far. Voilà le col sud. Il y a 50 ans, Raymond Lambert était le premier homme à fouler cette neige et ces cailloux. Enfin, à 10h du matin, nous débouchons sur la bosse de glace qui domine le col sud. C'est la révélation soudaine, instantanée. Passionnément, nous interrogeons cette arête blanche où se posent pour la première fois des regards d'hommes. Émotion intense mais brève, ce n'est pas ici un lieu où l'on rêve, où l'on contemple, c'est ici le lieu de l'action. Le 14, nous nous sommes mis en route vers 10h du soir. Mais le vent était trop fort. La neige tombait et la visibilité était mauvaise. La température était de 30 degrés sous zéro. C'était dangereux de tenter l'ascension. Et nous avons décidé de rester ici pour une nuit. Aujourd'hui, le 15 mai, nous allons essayer de monter au sommet. Pourquoi tu manges avec des baguettes? Avec ça. C'est pour que ça prenne plus de temps. Soudain, je débouche sur l'arête au-dessus du grand ressaut.
D'un coup, c'est la découverte d'un monde nouveau. Et je songe, si nous couchions là, sans réchaud et sans sac de couchage, peut-être que demain... Tenzing interrompt mes réflexions. Raymond, nous devrions rester ici ce soir et il me montre la tente qu'il porte depuis le départ. Je souris. Nos deux pensées ont suivi le même chemin. C'est ici que Raymond Lambert et Tenzing Norgay ont dû rebrousser chemin. Si comme nous, ils avaient bénéficié de bouteilles d'oxygène et d'une bonne météo, aucun doute, ils auraient fait la première du sommet. À 6 heures, nous nous engageons en contrebas de l'arête dans des plaques de neige coupées de bancs rocheux. Un pas, 3 respirations, un pas. Nous avançons comme des chiens suivent une piste, à 4 pattes par moment. Singuliers prétendant à la victoire, rampant, bavant comme des bêtes de somme, silhouettes grotesques de contrebandiers du pôle Nord gonflés dans nos vestes duvet. Toutes nos fonctions vitales sont au ralenti, impression confuse d'être sur une autre planète. L'asphyxie détruit nos cellules, tout notre être se détériore. On cherche de l'air, on en voudrait davantage, on a faim d'oxygène. Le rythme se fait plus lent encore. J'observe Tenzing. Il oscille un peu, cherchant son équilibre. La neige nous frappe la joue gauche de plus en plus fort. Le vent est plus méchant. Le temps se gâte. A-t-il été notre chance à nous, notre chance de vivre? Plus trace d'automatisme. Les muscles n'obéissent plus que sur ordre. Tire ton pied gauche, porte-le en avant. Maintenant à l'autre. Non, ce n'est plus possible. Fini. Il nous a fallu 5 heures pour gagner ces 200 mètres. Une fois de plus, la décision a été prise sans parole. Un long regard avec Tenzing et c'est la descente. Record d'altitude? Non. Échec. Voilà ce que nous pensons sur l'instant.
ça fait 50 ans que ton père aurait bien voulu être avec Tenzing au sommet de l'Everest. Qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui? Je pense pas qu'il l'aurait imaginé comme ça, mais je pense que ça lui ferait super plaisir qu'on est au sommet. Ça fait 50 ans, ben ouais. Moi, ça me fait très plaisir, c'est une belle montagne. On l'a fait avec l'Ox, mais bon, autrement, ça aurait été trop dur. Je n'ai pas vu beaucoup sans Ox ici, même au corps. Et puis, je suis très content de l'avoir fait avec Tashi, quoi. Le temps est magnifique. Je peux voir le monde entier. Je suis là, debout. Et je contemple l'histoire de ma famille, là-bas au Tibet, où mon grand-père est né. Je suis au sommet avec Yves Lambert. Je suis si heureux qu'on soit ensemble ici. Nous avons accompli le rêve de son père et de mon grand-père. Et c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire.